Bonjour à toutes et bienvenue dans Et si. Aujourd'hui, dans l'épisode Et si j'accouchais sans péri en Russie, je vous propose un format un peu plus intime. Je vous partagerai un bout de mon histoire, mon arrivée en Russie alors que j'étais enceinte de 2 mois de mon premier enfant et comment j'ai vécu cette grossesse loin de ma famille, comment j'ai donné naissance dans un hôpital qui faisait un peu peur, je l'avoue. Et je vous raconterai aussi d'autres petites anecdotes sur cette première maternité qui a bouleversé beaucoup de choses en moi. Je suis Amma, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'avais envie de vous raconter un peu de mon histoire et particulièrement celle de mon tout premier enfantement. Dans un pays que je connaissais à peine, avec une intensité que je ne mesurais pas encore. Donc, comment est-ce que cette histoire a commencé ? Si tu me suis sur les réseaux, tu sais peut-être ou peut-être pas que je suis mariée à un homme russe. On vient de fêter d'ailleurs nos 14 ans de mariage. Et après notre mariage, justement en France, on est parti faire un long voyage. Donc on avait laissé nos emplois respectifs, notre appart, et on est parti en vélo sur les routes de la France. Jusqu'en Afrique, on est resté un petit moment en Afrique, et puis on est revenu en France, après 4 mois de voyage. Arrivé en France, on n'avait pas de boulot, on était chez ma mère, et là j'ai eu une révélation. J'ai dit à mon mari, fais-moi un enfant, maintenant. Donc je suis tombée enceinte très très vite, je pense 15 jours après, je faisais un test de grossesse qui était positif. Et du coup, on s'est dit, il va falloir qu'on réfléchisse à un plan maintenant, parce qu'on était encore chez ma maman, et puis on n'avait pas d'emploi, etc. Donc on a décidé d'aller en Russie, parce que là-bas, les parents de mon conjoint avaient un appartement à nous prêter, et on savait qu'il allait pouvoir trouver du travail assez rapidement. Donc on arrive en Russie. Il faut savoir que nous, on n'habite pas à Moscou, mais on habitait vraiment au Finistère russe, si je puis dire, c'est-à-dire tout au bout du continent, en face du Japon. Donc c'était un grand voyage. J'étais à 2 mois de grossesse, j'avais des nausées, et l'avion s'est arrêté, et je vomissais dans mon petit sac en papier, là, tous les gens passaient à côté de moi pour sortir, bref, c'était un peu la cata, mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Et donc on arrive en Russie, chez les parents de mon conjoint. J'ai trouvé le temps très très long. La grossesse, j'ai eu l'impression qu'elle a duré 3 ans. Alors c'est aussi parce que j'étais loin de ma famille, loin de ma maman, de mes amis. Et c'est vrai que pour cette première grossesse, j'aurais voulu être près de ma mère. J'aurais voulu être près de mes meilleurs amis. J'avais 24 ans, donc j'étais encore jeune. Et c'est vrai que j'avais très peu de personnes autour de moi qui avaient des enfants aussi. Donc voilà, je sentais que le temps était long. Donc on avait quand même... la grossesse était quand même rythmée de ces rendez-vous à la maternité. Et pour être honnête, la première fois que je suis allée voir le gynécologue là-bas, j'en ai pleuré. Déjà, l'hôpital, c'est un espèce de bâtiment en béton armé. Le truc, il a vraiment pas de gueule. Et puis, c'est pas les belles portes en verre comme chez nous qui s'ouvrent automatiquement. Non, là, c'est la grosse porte quasiment blindée en ferraille, là. Par contre, quand on arrive là-bas, on nous prend nos manteaux, on nous donne des petits plastiques à mettre sur nos chaussures. Donc au niveau hygiène, c'est encore mieux qu'en France, d'accord ? Mais vraiment, l'hôpital faisait un peu peur.
Et donc, il n'y a pas vraiment de rendez-vous non plus avec la sage-femme. Donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, on arrive et on attend, on attend. Et des fois, on attendait des heures, en fait, quoi. Soit pour faire les prises de sang, soit pour faire les mesures, etc. Donc j'arrive et la sage-femme, je sais pas, qui avait peut-être une 70aine d'années, me demande de mettre les pieds dans les étriers. Et en fait, elle était... Bon, déjà, je comprenais pas très bien le russe à cette époque-là. Et elle était un peu froide, et donc elle m'a auscultée, et je suis sortie de là, je pleurais, en fait. Bon, après, j'étais très sensible avec la grossesse, mais voilà. C'était un peu brut de coffre, comme on dit, quoi. Et puis voilà, à chaque rendez-vous, chaque mois, on me pesait, on vérifiait mon ventre. Elle écoutait le cœur du bébé, mais avec un outil en bois. Donc ça, c'était assez sympa. Par contre, moi, j'ai pas pu l'écouter, du coup. Je pouvais pas entendre le cœur du bébé moi-même. Et on me faisait déjà des remarques. Oh là là, attention, vous prenez beaucoup de poids. Alors que finalement, j'ai pris seulement 10 kilos pour cette première grossesse. Donc c'était tout à fait bien. Mais voilà, il y avait beaucoup de peur déjà, je trouvais, à chaque fois que j'allais à ces rendez-vous. En Russie, il n'y a pas de préparation à la naissance comme on peut en avoir en France, payée par la sécurité sociale. Donc je me suis préparée un peu moi-même, tout simplement. Avec le yoga prénatal, je faisais déjà beaucoup de yoga avant ça. J'ai aussi lu des livres, il y avait Attendre son bébé autrement, que j'avais beaucoup aimé. Il y avait aussi Intime naissance que j'avais lu, etc. Moi, j'avais déjà ce souhait de donner naissance à la maison, mais il n'y avait aucune sage-femme qui faisait ça là-bas. Donc, et je ne me voyais pas faire un enfantement libre. En plus, j'étais chez les parents de mon mari, donc voilà, c'était hors de question finalement. Et donc, on a trouvé une obstétricienne qui pouvait être là à la naissance. Et le système là-bas, c'est que finalement, si on choisit quelqu'un, comme on a fait pour elle, eh bien, on la paye cash finalement. D'accord, c'est un peu hors, un peu sous la table finalement. Et ça, c'est pour s'assurer d'avoir une personne en particulier qu'on a choisie. Voilà, sinon, eh bien, on tombe un peu sur qui on tombe, quoi. Donc, c'est un système qui est un peu différent. Et puis, à cette époque-là, je savais déjà que je voulais donner naissance sans péridurale. C'était vraiment un choix qui était mûri depuis quelques années. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens, quand j'étais adolescente, moi, je me disais, oui, je prendrais la péridurale. Ma mère l'avait pris, tout le monde autour de moi le prenait. Mais vers 20-21 ans, j'ai eu un peu une prise de conscience au niveau de l'écologie, au niveau de la santé, etc., etc. Et naturellement, ce choix de ne pas prendre la péridurale, c'est fait. À ce moment-là, je savais pas grand-chose sur la naissance. Je lisais des ouvrages, comme je vous l'ai dit, mais ça restait assez flou. Je me souviens avoir vu un petit encadré dans le livre Donner naissance autrement sur la naissance orgasmique, mais je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, mais bon, j'avais rien fait en fait pour aller dans cette direction. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce texte-là, je me suis dit, ah oui, bah ça arrive, c'est un peu comme la loterie, quoi. Donc, soit ça m'arrive, soit ça m'arrive pas, mais j'avais rien fait vraiment pour aller dans cette direction-là. Alors que pour mon second enfantement, là, j'ai tout fait pour aller dans cette direction. Je vous en reparlerai dans un autre épisode. Donc, la grossesse se passe bien, quand même. Et ce qui est trop bien, c'est que ma maman arrive une semaine avant la naissance. Donc ça, c'était vraiment chouette. Elle arrive et le lendemain, j'avais un rendez-vous. Et là, la sage-femme me dit « Ah, mais là, vous êtes à terme, on vous propose de rester à l'hôpital jusqu'à ce que vous enfantiez. » Moi, j'avais ma mère qui venait d'arriver, c'était mort, je restais pas allongée sur un lit à attendre que ça arrive, quoi. Donc, je signe une décharge et finalement, j'ai passé une super semaine avec ma maman. On marchait, on allait à la plage, on se regardait des films, enfin bref, c'était vraiment un super moment mère-fille.
Et le fameux jour arrive. Donc, j'avais senti les contractions qui arrivaient dans la nuit. Ça arrivait tranquillement le matin. L'après-midi, on se regarde un film avec ma maman et je sentais quand même que ça arrivait, hein. Je me dis, tiens, on va quand même regarder le rythme de ces contractions. Et c'était à peu près toutes les 4-5 minutes. Donc je me suis dit, bon, c'est sûrement pour aujourd'hui. Et je reste à la maison, tout était assez fluide. Et je commence à faire une tarte au thon, je commence à faire un gâteau aux pommes. Je sentais que j'avais vraiment envie de m'activer. Et je me souviens, j'étais dans la cuisine vers 21h en train de faire ma tarte. Et à chaque fois qu'il y avait une contraction, je bougeais, je dansais, etc. Et là, ma mère, ma belle-mère, mon mari me regardent et me disent « Ouais, il faut qu'on y aille là parce que quand même, on a l'impression que ça s'intensifie, etc. » Donc on y va, on prend la voiture, c'était la pleine lune, il faisait nuit, je me souviens bien. Il y avait U2 dans la voiture et j'étais vraiment mais de bonne humeur. J'étais en joie en fait. Les contractions arrivaient mais c'était vraiment gérable. On arrive à l'hôpital et je me rappelle, je chantais La vie en rose. On nous met dans une salle. Alors la tête de la salle, pour celles qui ont vu les photos, parce que j'en avais partagé sur mon Instagram, ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu genre, tu sais, film d'horreur. Mais bon. Donc on arrive et puis comme fallait passer le temps, nous en ce moment, comme on était avec mon mari dans la série Prison Break, on se dit tiens on va regarder un épisode. Bon, oui, effectivement, je ne connaissais rien au processus hormonal de la naissance à ce moment-là, parce que je me dis, regarder un épisode de Prison Break, c'est vraiment pas la bonne idée en fait. Donc on commence, et bien sûr, j'arrive pas à me concentrer du tout. Donc on arrête, et là, je commence à mettre de la musique, du bon reggae, et déjà ça va mieux. Ça faisait 2 heures que j'étais arrivée à la maternité. Quand je suis arrivée, j'étais à 4 cm et après revérification, j'étais encore à 4 cm. À cette époque-là, je ne connaissais pas l'existence des plateaux. Les plateaux, ce sont en fait des périodes lors de l'enfantement où le travail stagne, mais il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Souvent, c'est tout simplement parce que la maman a besoin de reprendre des forces et ensuite ça revient. J'avais pas conscience de ça encore. Et donc, on me propose l'ocytocine de synthèse et percer la poche des os. J'étais un peu paniquée, j'avais pas vraiment envie de ça, donc j'appelle ma mère et ma mère me dit « Bah oui, moi aussi, j'ai eu l'ocytocine de synthèse. » Du coup, je fais un peu un raccourci rapide dans ma tête et je me dis « Bah si c'était comme ça pour ma mère, ça doit être comme ça pour moi aussi. » Donc j'accepte. Donc on me met l'ocytocine de synthèse, on me perce la poche des os. Et là, ça a été un rodéo de 2h20, extrêmement douloureux. En fait, d'un coup, les contractions sont devenues très grandes, très fortes, très intenses. Jusqu'ici, en fait, de 0 à 4, voilà, j'avais vraiment géré. C'était très, très, très gérable. Je bougeais, je chantais, etc. Et là, ça a été dur, vraiment, vraiment, vraiment dur. En plus, comme c'était tard le soir, minuit, 1h du matin, j'avais la fatigue. Donc j'avais la contraction qui venait et je me rendormais. Enfin, je m'assoupissais quelques secondes et puis la douleur revenait. J'avais un ballon sur le lit, je me souviens. Et à un moment donné, je place ma main au niveau de ma vulve et je sens la tête. Je sens en fait la tête de mon enfant recouverte de ma vulve encore. Et du coup, la sage-femme me place en position gynécologique sur le dos, les pieds dans les étriers, et on va me demander de pousser pendant au moins une demi-heure dans cette position-là. Donc vraiment inspirer, bloquer, pousser.
J'entendais les sages-femmes qui me gueulaient dessus. Mon mari qui traduisait sans traduire en me disant oui c'est bien, continue, etc. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. À un moment donné, j'ai cru que j'allais pas y réussir et j'ai vu de la lumière et là elle est sortie. Là la tête est sortie. Puis les épaules et du coup ils ont posé cette petite boule d'amour sur mon ventre. Et je pensais que c'était terminé, mais non, ce n'était pas terminé, puisque là, elle a commencé à me recoudre. J'avais une déchirure interne, donc elle commence à me recoudre, et ensuite, elle commence à m'appuyer sur le ventre pour faire sortir le placenta. Donc là, j'étais encore les pieds dans les étriers. Je me voyais lui donner un coup de pied dans la tronche. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis vue le faire, hein, vraiment. Mais bon, mis à part ça, j'avais ce petit bébé dans mes bras et je suis tombée amoureuse au premier regard. Elle avait un regard de reine, vraiment. Donc on s'est regardé comme ça dans les yeux pendant de longs moments. Et ils l'ont pris assez rapidement pour la mesurer, la peser, l'habiller, enfin en tout cas l'emmailloter. Et ça m'avait frustrée parce que j'avais envie d'être plus en peau à peau, quoi. Et ensuite, ils m'ont mis sur le lit, ils m'ont mis de l'ocytocine de synthèse encore. Et j'ai pu mettre mon bébé au sein assez rapidement. Donc je suis rentrée dans ma chambre et je me souviendrai toujours, et ça m'a fait ça pour mes 3 enfantements. La première nuit après l'enfantement, je ne dors pas. Je suis tellement excitée et tellement émerveillée que j'observe mon enfant toute la nuit. Je la sens, je l'observe et j'arrive pas à dormir, quoi. C'était vraiment magique, et c'est vrai que même si ça avait été difficile et douloureux, eh bien j'ai oublié ça très 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 vite finalement, quoi. Et je suis restée du coup seulement il me semble, une nuit ou 2. Et ensuite, je suis partie en départ anticipé parce que j'avais vraiment envie de rentrer chez moi, dans mon grand lit. Et avant que je parte, la sage-femme, enfin pas la sage-femme, mais l'obstétricienne qui était présente à l'enfantement, elle me regarde avec un petit sourire et elle me dit vous prendrez la péridurale la prochaine fois. Genre, t'as bien morflé, ma pauvre. Et je l'ai regardée, j'ai fait non. Je l'ai pas revu pour lui dire qu'ensuite, bébé 2 et bébé 3, j'ai eu des naissances extatiques, mais voilà. J'ai compris par la suite que m'avoir donné l'ocytocine de synthèse et avoir percé la poche des os, c'était pas forcément pour mon intérêt et que c'était plutôt parce que il se faisait tard. J'étais une maman qui n'avait encore jamais accouché. Ça allait prendre du temps et l'équipe s'est dit on va faire en sorte que ça aille plus vite. Et ça, je l'ai compris plus tard, que c'était plus pour l'équipe médicale que pour pour ma sécurité ou mon confort, quoi. Ce que j'ai trouvé par contre bien, c'est que comme j'avais demandé de ne pas avoir la péridurale, eh bien on ne me l'a même pas proposé. Alors que si j'avais été en France, on me l'aurait sûrement proposé. Et là, on me l'a pas du tout proposé et je pense que c'était même pas possible finalement parce que j'avais même pas fait de rendez-vous avec l'anesthésiste. L'anesthésiste était peut-être pas là, je sais pas, mais en tout cas, on me l'a pas proposé, donc j'ai pu vraiment vivre l'initiation comme elle devait se vivre en fait. Bien sans l'éviter finalement, sans avoir un système d'évitement de la situation, d'évitement de l'intensité, d'évitement de la douleur. Donc ça, j'en suis reconnaissante quand même à cette équipe médicale-là, parce qu'ensuite, après ça, mais plus rien ne pouvait me faire tomber en fait. Je me suis sentie invincible. Le fait d'avoir vécu cette naissance dans la douleur,
comme jamais. C'était vraiment mon initiation. J'avais besoin, je pense, de vivre ça pour révéler ma force et ma puissance. Mais ensuite, je me souviens, je poussais ma poussette et je me suis dit, mais I'm so strong, je suis super forte, quoi. J'étais fière. Mais surtout, à l'intérieur, je sentais que j'avais une force comme jamais j'avais ressenti avant. Donc cette expérience m'a énormément donné et m'a énormément aidée ensuite à être la femme que je suis aujourd'hui. Le postpartum était absolument magnifique. En fait, à cette époque-là, je connaissais rien non plus au postpartum. Et en fait, j'étais donc dans la famille de mon mari. Et il y avait ma mère, il y avait la mère de mon mari et il y avait sa grand-mère. Et en fait, elles étaient toutes les trois à mes petits soins. Donc pendant 1 mois, je n'ai pas fait à manger, pas fait le ménage, je me suis pas occupée du linge, j'ai seulement pris soin de mon bébé. Même dans la nuit, si mon bébé pleurait, eh bien ma belle-mère venait, me demandait est-ce qu'elle est nourrie, est-ce que tu veux que je la berce? Et si je lui avais donné la tétée, eh bien elle l'emmaillotait et puis elle la prenait, elle la berçait, donc elle s'arrêtait de pleurer, quoi. Et comme ça, je pouvais dormir 2-3 heures, ce qui est le rêve quand on est en postpartum. Vraiment, c'était un postpartum magnifique justement parce que j'étais très très soutenue. Et c'est pour ça que cette période-là, ce mois d'or, ces 40 jours de postpartum, je les ai vécus de manière très douce. Très très douce parce que je n'avais aucune charge mentale. J'avais pas de charge physique, du quotidien, des charges ménagères, etc. J'avais juste du kiff, être avec mon bébé dans mon lit. On me servait des bons repas chauds au lit. Je me souviens, ma belle-mère m'amenait du thé noir avec du lait et du miel et des flocons d'avoine avec de la banane et des noix. Et ça représente vraiment le postpartum pour moi, quoi. Donc je suis tellement reconnaissante parce que c'est vrai que je pense que si j'avais été en France, j'aurais pas eu ce genre de postpartum-là parce que c'est pas dans notre culture. Alors qu'en Russie, il y a vraiment cette culture du prendre soin de la mère qui vient d'accoucher. Gratitude plus, quoi. Suite à cette expérience, à cette première naissance, j'ai commencé à me passionner pour la naissance, la grossesse, l'accouchement, tout ça. Et donc vraiment, l'année qui a suivi la naissance de ma première fille, c'est vraiment là où j'ai commencé à me nourrir de beaucoup de livres, documentaires. Et c'est là où je suis tombée sur le documentaire La naissance orgasmique, qui a ensuite été le point pivot pour toutes mes recherches et le travail que je propose maintenant, quoi. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Je vous en parlerai un peu plus, bien entendu. Ce premier enfantement, il m'a façonné, bien sûr, il m'a montré ma force, mais ma vulnérabilité aussi. Il m'a changé, c'est sûr, j'ai vraiment senti un avant, un après. Aujourd'hui encore, je ressens l'écho de cette naissance dans mon cœur, dans mon chemin, finalement. Voilà, j'espère que ce récit vous aura plu et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.